Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un DCP pour pouvoir envoyer le film que vous avez réalisé dans une salle de cinéma ou dans un festival. Alors, qu'est-ce qu'un DCP déjà? C'est l'acronyme pour Digital Cinema Package. Il s'agit d'une sorte de format conteneur qui regroupe tous les éléments nécessaires à la projection en salle. On va retrouver l'image, les différentes pistes son, quand on a par exemple différentes langues. On aura aussi les sous-titres, ainsi que les métadonnées, qui seront utiles notamment pour automatiser les séances. Le format actuel de DCP a été choisi comme standard pour l'exploitation en salle en 2009. Il est délivré sous la forme d'un disque dur ou alors directement en téléchargement sur les serveurs de projection. Aujourd'hui, beaucoup de festivals exigent que les films leur soient soumis au format DCP. Donc la question pour nous c'est comment on s'y prend, comment est-ce qu'on crée ce fameux DCP. Il existe plusieurs solutions logicielles gratuites ou en prix libre, dont DaVinci Resolve, qui est aussi un logiciel de montage et d'étalonnage. C'est une option solide et tout à fait viable. Ceci dit, nous, on va plutôt se concentrer sur un autre logiciel qui est vraiment dédié à la création et à la gestion de DCP, et qui s'appelle DCP-O-Matic 2. Il s'agit d'un logiciel très complet avec énormément d'options de configuration. On va se concentrer ici sur les fonctionnalités principales. L'objectif final, c'est d'avoir un fichier conforme qui soit prêt à être transmis aux salles de ciné, aux orgas de festival, etc. DCP-O-Matic est disponible pour Windows, Mac et Linux. On va se focaliser ici sur Windows. Ceci dit, il y a très peu de différence d'un OS à un autre. Une fois téléchargé et installé, DCP-O-Matic crée toute une série de raccourcis sur le bureau. La plupart concernent des fonctionnalités bien particulières. Comme on se concentre ici sur le fonctionnement de base du logiciel, on gardera seulement deux raccourcis, celui pour DCP-O-Matic 2 et celui pour le player. Le player nous permettra, une fois le DCP créé, de le tester sommairement. Si les fonctionnalités plus avancées vous intéressent, la documentation est sur le site de DCP-O-Matic. Ça détaille point par point chaque élément de l'interface. C'est vraiment bien fait, c'est en anglais, mais c'est très exhaustif, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. La procédure pour créer le DCP. Alors, moi à titre d'exemple, je vais utiliser un extrait d'une vidéo de présentation du département cinéma. Je m'en sers ici comme d'un master de film. Partez du principe que c'est votre master, ProRes, etc. On commence par créer un projet. On va lui donner un nom. On lui donne un emplacement sur le disque. Alors dans l'interface, il y a deux onglets principaux. L'onglet contenu et l'onglet DCP. On va d'abord se concentrer sur le premier. Alors cet onglet contenu liste l'ensemble des éléments qui constitueront le fichier final, qui seront englobés dans le format conteneur qu'est le DCP. Ici, ce sera pour nous le master qui contient l'image et le son. Et je vais également y ajouter des fichiers de sous-titres. Il y a différents formats compatibles pour les sous-titres, dont le SRT et le XML. L'intérêt d'avoir ces différents sous-titres séparés du fichier vidéo, c'est d'avoir plusieurs langues et que le choix entre les langues soit fait au moment de la projection. Ça évite d'avoir à créer plusieurs DCP avec un par langue. Les différents éléments listés ont certaines caractéristiques. DCP-O-Matic est censé les détecter automatiquement, mais on peut passer derrière pour les corriger si besoin. En commençant par le fichier master, on a accès à l'image et au son. Pour l'image, on voit qu'il y a la 2D et la 3D. Donc évidemment, on reste sur la 2D. On peut rogner, on peut faire des fondus, etc. La première chose à bien vérifier pour moi, c'est que l'option échelle adaptée au DCP soit bien cochée. Ensuite, on va vérifier l'espace colorimétrique. Alors ici, notre fichier de base, c'est un H264 en Rec 709. Donc, pas de souci, ça a été correctement sélectionné directement par le logiciel. Et on est sur la bonne plage, 16 à 235. Juste en dessous, on nous donne un petit récap du format vidéo de notre fichier master.
la résolution, le framerate, ainsi qu'une petite mention importante. Notre DCP aura des bandes noires à droite et à gauche. Alors c'est lié au standard de projection en salle, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour l'audio, on change d'onglet, on va commencer par cliquer sur afficher le graphique des niveaux audio. DCP-O-Matic va analyser l'ensemble de l'audio de notre master afin de déterminer si les niveaux sont satisfaisants. Sur le graphe qui s'affiche, on va s'intéresser surtout à la courbe de crête. Donc c'est celle-ci. On peut désactiver celle-ci et ne garder que la courbe de crête. On va chercher à s'assurer que cette courbe ne vienne pas toucher la ligne des 0 dB. Le but du jeu, c'est d'éviter que le son du DCP ne sature et soit complètement déformé. Le logiciel indique de base par défaut que quand c'est entre 0 et moins 3 dB, on est dans le rouge. Ici c'est le cas. On voit que le niveau de crête véritable, il atteint un max de moins 1,72 dB. C'est trop. Il considère qu'on est trop proche en fait de la limite des 0 dB. Donc pour régler ça, on va juste fermer et on va se concentrer sur le gain et on va baisser le gain directement. Alors, à titre perso, je préfère moi-même régler cette valeur sur moins 6 dB pour avoir même un petit peu plus de marge. Voilà, moins 6,23 dB. On peut réafficher du coup le graphique et on voit qu'on a rabaissé les niveaux de manière correcte. On retrouve d'autres options, hein, le fondu, le délai, etc. Le dernier élément en audio, c'est le mapping des canaux. Alors ici, on est en stéréo, donc il y a deux canaux, deux pistes, hein, en quelque sorte. On voit que ça a bien été détecté. On a une piste à gauche, donc left, et une piste à droite, droite. Alors oui, il y a des petits bugs de traduction dans la version française du logiciel. Là, on a un mélange entre anglais et français, c'est pas très grave. Quand on a plus de canaux que ça, quand le film par exemple est en 5.1 ou 7.1, les pistes sont rajoutées dans cette matrice et on voit d'ailleurs qu'ils sont déjà mentionnés, hein, en partie. Par exemple là on a le centre, on a le son des basses, on a le son à gauche en surround et on a le son à droite en surround. HI et VI, il me semble que c'est pour les personnes malentendantes et malvoyantes. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Pour le master, on ne touchera pas à l'onglet timing, puisque le fichier vidéo, le master, sert de point de départ pour le DCP, donc il n'y a pas besoin de le recaler au début. Ensuite, on passe sur nos éléments de sous-titres. On commence par le sélectionner dans la liste. Alors ici, on retrouve certains petits soucis de traduction, hein, juste pour prévenir. Dans l'onglet texte programmé, il faut que la case utiliser comme soit cochée et il faut choisir cette option qui est déjà sélectionnée, ouvrir les sous-titres. Alors c'est l'erreur de traduction. En fait, ça fait référence en anglais à Open Subtitles qui en fait veut juste dire utiliser les sous-titres comme des sous-titres à rajouter par-dessus le fichier vidéo. On peut incruster les sous-titres de manière permanente en choisissant l'option graver. Mais là, dans ce cas-là, on perd l'intérêt d'avoir plusieurs options de sous-titres. Donc on garde ça décoché pour nous. On n'affiche pas la zone des sous-titres. Et ensuite, on passe au positionnement. On a le choix de régler la position dans la hauteur ou la largeur de l'image. On peut augmenter ou diminuer la taille du texte. On peut également régler l'espace entre deux lignes de sous-titres. Voilà, donc là, je ne touche à rien par défaut. Une fois que c'est fait, on précise bien la langue et on indique qu'il s'agit de la principale langue de sous-titrage ou bien d'une langue secondaire. Ensuite, on peut régler la police. Pour ça, j'ai tendance à choisir dans la liste des polices système. On peut sélectionner un fichier séparé, mais toutes les polices ne sont pas compatibles et je sais qu'elles peuvent faire planter le logiciel. On va également régler l'apparence des sous-titres. Afin d'avoir des sous-titres blancs visibles sur un fond clair, on choisit bien sûr un contour noir. Dernière étape pour les sous-titres, on va aller dans l'onglet Timing et on va cliquer sur
déplacé au début de la bobine. On confirme. C'est pour s'assurer que le fichier de sous-titres sera bien calé au début avec le fichier vidéo. J'ai remarqué qu'il arrivait que ce calage ne se fasse pas automatiquement, notamment pour les fichiers de sous-titres. On peut faire la même chose pour les sous-titres d'une autre langue. Voilà, on a terminé de préparer les différents éléments. Maintenant, on va s'occuper de faire les réglages du DCP en lui-même. Pour cela, on va aller dans l'onglet DCP, là-haut. Alors, premier point, le nom. Par défaut, c'est le nom du projet qui est indiqué. Donc on va renseigner le titre du film. Là, on pourra marquer... Voilà. Ensuite, on va vérifier que l'option ISDCF est bien cochée. Il s'agit d'une convention qui permet d'indiquer dans le nom tout un tas d'informations qui vont permettre à la personne qui prépare la projection de tout savoir en un coup d'œil. Le nom du film, évidemment, mais il y a aussi le fait de savoir si c'est un court ou un long métrage, son format, la résolution, la langue, le format audio, etc. Donc on va préciser, nous, la langue. On indique, bon, moi je vais décider que c'est un court métrage pour cet exemple. Pour l'option encryptée, je vous conseille de ne pas la cocher, à moins de savoir vraiment ce que vous faites. Et si vous cherchez vraiment à limiter la durée pendant laquelle la personne ou la salle qui va réceptionner le DCP pourra l'exploiter. En gros, ça va crypter et protéger votre DCP, et pour le lire, il faudra utiliser une clé de décryptage, qu'on appelle couramment une KDM. Cette clé peut définir précisément la fenêtre de temps pendant laquelle le DCP va pouvoir être lu. C'est une fonctionnalité qui sert notamment aux distributeurs, pour éviter qu'un établissement, qu'une salle de ciné ne dépasse le temps d'exploitation d'un film qui a été convenu au préalable par un accord, un contrat, etc. La raison pour laquelle moi je déconseille de crypter votre DCP, à moins vraiment d'en avoir besoin, c'est parce qu'il s'agit d'un processus qui peut générer des bugs. Alors vraiment, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et le jour où ça vous arrive et qu'une salle vous contacte au dernier moment en panique pour vous dire la projection est dans moins d'une heure, il nous faut une nouvelle KDM là maintenant tout de suite, vous avez intérêt à être vraiment réactif, parce que techniquement il n'y aura que vous qui pourrez générer cette clé, cette KDM. Et puis encore faut-il que vous ayez un ordinateur à portée de main pour générer la clé. Donc moi perso, par tranquillité d'esprit, je ne crypte pas mes DCP. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez consulter la doc qui est dispo sur le site de DCP-O-Matic. Pour la suite, on garde une bobine unique. On garde la norme SMPTE, parce que l'autre, interop, est obsolète ou quasiment. Alors, vous pouvez, si vous voulez, rajouter des marqueurs. Ces marqueurs, ça vous permet de préciser les timecodes de chaque étape de générique du film. C'est utile pour les cinémas, pour automatiser leurs séances, notamment pour le réglage de la lumière avec l'allumage et l'extinction en salle. Bon, pas sûr que ça nous concerne ici, donc je ne vais pas le faire. Vous pouvez aussi préciser tout un tas de métadonnées. Donc, amusez-vous si ça vous intéresse. Et on va passer ensuite au réglage vidéo et audio. L'onglet vidéo d'abord. On va commencer par choisir le format. Alors, flat ou scope. Et c'est là qu'on va retrouver notre histoire de bande noire sur les côtés. Le flat et le scope, ce sont des formats standards de projection. Ça date de bien avant la projection numérique et le DCP, c'était déjà le cas avec la projection en pellicule. Comme c'est un standard, le DCP doit s'y conformer. Donc si le fichier d'origine n'est pas dans un de ces deux formats, DCP-O-Matic compense avec des bandes noires. Pour un fichier Full HD avec un ratio de 1,78, le standard le plus proche est le flat. C'est ce que je vais choisir ici. Ensuite, on indique si on sort notre DCP en 2K ou en 4K. Puis vient la question de la fréquence d'image, le framerate. Alors, je choisis toujours une fréquence identique au fichier d'origine.
Ici, on est sur du 25 images par seconde, donc c'est ce que je vais garder, hein. Mais au moment de lancer la création du DCP, on va le voir un peu après, le logiciel va nous conseiller de passer sur du 24 images secondes, afin de maximiser la compatibilité avec le plus de projecteurs possible. Il y a certains projecteurs d'ancienne génération qui pouvaient avoir du mal avec ça. Le problème, c'est que, perso, je ne laisserai pas un logiciel comme DCP-O-Matic gérer un changement de fréquence. C'est trop sensible. Et il n'est pas fait pour ça de base. En plus, je n'ai, que je sache, jamais eu de soucis avec tous les DCP créés en 25 images secondes. J'ai jamais eu de mauvais retours de la part des salles, etc. Je pense pas que ce soit un vrai problème aujourd'hui. Avant peut-être, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a l'option 3D qu'on va ignorer. Et on va passer directement au débit, à la bande passante du DCP. Il s'agit d'indiquer à DCP-O-Matic une valeur de bande passante max qu'il va pouvoir utiliser pour encoder les images au format JPEG 2000. Le format JPEG 2000, c'est le format des images dans les DCP. Plus la valeur de cette bande passante est élevée, et plus les images pourront être encodées en bonne qualité avec une compression minimum. Il y a une compression en JPEG 2000, c'est pas un format sans perte, donc plus on augmente la valeur de la bande passante, et plus on minimise l'effet de compression. La contrepartie, évidemment, c'est que plus on augmente cette valeur, plus le DCP va être lourd et prendre de la place sur le disque. Donc si vous transmettez votre DCP via un lien de téléchargement sur un site qui a une taille limite, par exemple, ça peut être un paramètre sur lequel il va falloir jouer. On peut aussi considérer la bande passante du fichier d'origine. Si votre master d'origine est relativement compressé, comme avec un ProRes 4.2.2, c'est sans doute pas la peine de créer un DCP avec une bande passante de 200 mégabits seconde, parce que c'est pas du tout le débit du ProRes 4.2.2. Ça ne nous permettra pas de récupérer de la qualité, et surtout, ça va vous créer un fichier exagérément lourd pour pas grand chose. Si vous ne savez pas quelle est la compression de votre master, et que vous voulez une valeur par défaut, sans vous soucier de la taille du DCP, vous pouvez indiquer une valeur entre 200 et 230 mégabits seconde. Si je me retrouve à devoir créer un DCP à partir d'un fichier dont je ne connais pas grand chose, moi je choisis toujours 200 mégabits seconde. Il n'y a pas de perte visible de qualité. J'ai jamais eu de souci de compatibilité avec une salle ou un projecteur qui ne serait pas parvenu à lire ce débit. Donc 200 mégabits seconde, simple, basique. La dernière option pour les vidéos, c'est le réencodage. Ça ne nous concerne pas, c'est uniquement quand on crée un DCP à partir d'un autre DCP. Donc on passe directement à l'audio, on clique sur l'onglet. Pour le nombre de canaux, je vous conseille de laisser 8 sélectionnés. On peut tout à fait sortir un DCP pour un film en stéréo, donc avec 2 pistes, et indiquer 8 canaux, parce que DCP-O-Matic se contentera de laisser les canaux qui sont en trop vides. Apparemment, ça évite certaines incompatibilités avec les projecteurs qui ont du mal à accepter autre chose qu'un son surround. Moi, je choisis toujours 8 canaux, ça me semble fonctionner à chaque fois, et ne créer aucun bug. Voilà, c'est tout pour le son. Le processeur, on ne s'en occupe pas. Et le bouton des niveaux, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans l'onglet contenu, c'est juste un rappel. Donc on va pouvoir lancer la création du DCP. Pour ça, on va dans Tâches, créer le DCP. Vous allez peut-être avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec des conseils si jamais certains réglages semblent peu adaptés. Mis à part celui sur la cadence d'image, comme je le disais, qu'à titre personnel j'ignore, il vaut mieux suivre ces conseils. Donc là j'en ai un autre qui touche les sous-titres. Alors c'est probablement parce que j'ai créé les sous-titres un peu n'importe comment juste pour faire le test, mais évidemment sur des sous-titres bien faits, il n'y aura pas ce souci de sous-titres trop rapprochés les uns des autres. Donc si jamais il y a des choses à rattraper, vous faites retour, vous corrigez le tout, sinon on peut lancer la création. Là, il va probablement falloir s'armer de patience, parce qu'à moins d'avoir une grosse machine, c'est un processus qui va prendre pas mal de temps. Bon, moi, avec mon très court extrait, c'est pas un souci. Quand c'est terminé, on se retrouve avec un dossier. Alors, c'est pas le DCP à proprement parler, c'est le dossier du projet DCP-O-Matic. Le DCP est dedans. On le retrouve facilement,
puisqu'il a gardé le nom ISDCF très particulier qu'on a sélectionné plus tôt. Voilà. C'est ce dossier qu'il faut transmettre au cinéma. Il est temps de tester tout ça. Alors évidemment, on va pas se mentir, rien ne vaut une projection test en salle. Mais quand ce n'est pas possible, et qu'on veut au moins vérifier que tout fonctionne correctement, on peut utiliser le lecteur inclus dans l'installation de DCP-O-Matic. On lance le player. On va dans Fichier, Ouvrir. On sélectionne le dossier. Il nous charge le DCP. Tout comme l'encodage au moment de la création du DCP, la lecture demande pas mal de ressources. Si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, il se peut que votre lecture ne soit pas très fluide. On peut aller dans Affichage et choisir une demi-résolution, voire même un quart de résolution. Donc on perd en qualité évidemment, hein, ça pixelise, mais comme ça on peut vérifier l'état du DCP. S'il y a un bug, s'il y a des problèmes d'affichage, de son, etc. Ce n'est pas forcément idéal, mais ça nous permet au moins de ne pas envoyer à l'aveugle le DCP dans une salle, et c'est la meilleure solution qu'on aura sans une vraie projection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour postuler dans les festivals et autres projections. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez en dessous. Et si tout cela vous intéresse, pour plus de tutos ciné en tout genre, pensez à vous abonner.